Maxime Revers, Emmanuel Hirsch. Voilà, installez-vous, messieurs. Emmanuel Hirsch, vous êtes professeur émérite d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay et depuis janvier de cette année, directeur de l'éthique d'Orpea. Vous êtes à l'origine en 1995 de l'espace éthique de l'assistance publique hôpitaux de Paris, lieu de réflexion, de formation et de recherche sur l'ensemble des questions d'éthique et de société qui se posent dans le champ de la santé, du soin et de l'accompagnement. Bienvenue. Maxime Revers, vous êtes toujours chercheur en philosophie. J'ai pas changé. Bien. Tiens, d'ailleurs, première question pour vous, Maxime. En quelques mots, si possible, qu'est-ce que l'éthique ? Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est indispensable qu'on fasse le même travail qu'on a fait ce matin d'affinement des concepts. L'éthique, ça se définit par opposition à la morale. La morale, c'est l'étude du bien et du mal, c'est-à-dire l'étude des comportements humains selon les deux concepts fondamentaux de la morale que sont le bien et le mal. L'éthique, non. L'éthique, ça ne repose pas sur la différence entre le bien et le mal, ça repose sur l'évaluation du bon et du mauvais. Alors la nuance vous paraît peut-être un peu subtile, mais en réalité c'est très important. Gilles Deleuze a développé ça très bien, vous regarderez ça sur Internet. Voilà. Mais, ah non, je croyais que vous vouliez me dire que je parlais déjà trop. Non, je vous disais de rapprocher un peu le micro. Alors je rajoute un petit mot ? Oui. Alors je vous lis juste une citation de Deleuze parce que c'est clair. Dans une morale, il s'agit toujours de réaliser l'essence. Ça implique, c'est-à-dire qu'il y a une essence de l'être humain et faire quelque chose de bien, ce serait conforme à l'essence. Ça implique que l'essence est dans un état où elle n'est pas nécessairement réalisée et ça implique que nous ayons une essence. Au contraire, le point de vue d'une éthique, c'est de quoi es-tu capable ? Qu'est-ce que tu peux ? Du point de vue d'une éthique, tous les existants sont rapportés à une échelle quantitative qui est celle de la puissance, non pas ce que la chose est, mais ce qu'elle est capable de supporter et capable de faire. Voilà l'éthique. Bien, merci pour ces précisions. Professeur Hirsch, peut-on dire que la crise sanitaire qu'on a connue à partir de 2020 et sa gestion ont agi comme un catalyseur en matière d'éthique ? D'abord, merci de l'invitation. Et vous me permettrez quand même d'avoir une pensée pour les enfants qui viennent d'être victimes d'actes terroristes ce matin, donc à Annecy, le plus jeune à 22 mois. Et donc certains sont à l'heure aujourd'hui où on parle dans une situation où leur péril en quelque sorte met en cause même leur survie. Et ce matin vous avez parlé de l'éthique de Spinoza en évoquant précisément l'enfant, la vulnérabilité, l'autonomie, et ça pose vraiment la question de la responsabilité. Donc je suis un lecteur de Maxime Revers et je vous incite à voir chez Flammarion l'éthique avec tous les commentaires. Donc je voulais déjà le dire pour dire qu'il y a un conflit d'intérêts puisque j'ai beaucoup d'admiration et je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je voulais quand même marquer ce point. On est dans une réalité, on la vit au quotidien dans les établissements et c'est un point à prendre en considération. Maintenant je vais répondre à votre question avec une toute petite parenthèse. L'éthique, il y a un grand philosophe, Eric Fuchs, qui disait « Comment faire pour bien faire ?» Et c'est vrai que l'éthique pour des professionnels, c'est l'éthique de l'engagement, l'éthique de la décision et l'éthique de la responsabilité. Et quelquefois une responsabilité que les politiques n'évaluent pas dans sa signification à la fois éthique, morale, mais j'allais dire de civilisation. Et donc devant nous, on a les acteurs non pas uniquement de la grande vieillesse, la sollicitude vis-à-vis des personnes âgées, mais on a les acteurs de la cité qui sur le front, il y en a d'autres aussi, je veux dire certains magistrats, certains enseignants. Mais là, frontalement, ils sont là où personne ne veut aller. C'est ça aussi la réalité. Et vous l'avez très bien dit, tous les paradoxes de notre approche. C'est pas la vieillesse, c'est cette étrangeté qu'on a mis, j'allais dire, aux marges, aux limites de la société. Et donc un hommage parce que, dans ma définition d'éthique, et celle que je découvre sur le terrain, et pas que chez Orpea, j'ai été quand même sur le terrain avant d'aller à Orpea. Ça a été pour moi un privilège qu'on me demande à un moment donné de venir dans un lieu qui avait été mis en cause sur son éthique précisément. Mais ce que je constate au quotidien, c'est la force de résistance, quelquefois même contre l'opinion, contre la pensée dominante. Donc pour moi l'éthique, c'est une éthique de l'engagement, c'est une éthique politique,
Et on a entendu à plusieurs reprises dans vos interventions qu'il faut le faire valoir, mais surtout le faire reconnaître. Donc il y a une pédagogie de la société qui doit comprendre où sont nos essentiels. Et ça renvoie à ce que vous dites par rapport à la pandémie. On a découvert, et la société, et ça explique aussi à mon avis la crise qu'on a eue après la pandémie, pas uniquement sur Orpea, mais sur la mauvaise conscience de la société qui découvrait qu'il y avait des lieux qu'on appelait les EHPAD, avec un terme d'ailleurs très très péjoratif, et où il y avait de la relation, il y avait l'existence, où il y a des professionnels qui quelquefois ont abandonné leur famille pour être auprès de personnes qui étaient dans la solitude la plus totale, souvent à la suite de décisions politiques publiques qui étaient des contraintes, d'enfermement et autres. Et ce qui me frappe aujourd'hui où je vous parle en 2023, c'est qu'il y a un travail de fond, ça a questionné, parce que l'éthique c'est aussi l'art du questionnement, de la discussion. Ça a questionné sur la question des libertés, ça a questionné sur la question de nos responsabilités vis-à-vis de l'autre dans son libre choix, ça a questionné sur l'expertise de la personne, ce qu'elle vit, c'est pas uniquement le vieillissement, c'est aussi une expérience existentielle et qu'on partage quelquefois avec des gens plus jeunes. Donc il y a toute une question de transmission, de transgénérationnalité. Ça a été également une réflexion sur nos cultures, sur nos valeurs. Tout ça pour répondre, jamais, je pense, l'éthique n'a été autant au rendez-vous que dans ces lieux-là. Je ne dis pas qu'ils ont l'exclusivité de la question éthique, mais ils ont un savoir, une expérience qui n'est pas théorique, qui est imprégné d'engagement, mais aussi, et je termine sur ce point, de dilemme au quotidien. On a vu la forfanture, quelquefois, d'un discours politique très démagogique, qui, d'une certaine manière, nous assigne à des devoirs sans avoir les moyens de pouvoir les assumer. Et ce que j'observe, c'est beau de dire on veut être attractif, mais avant d'être attractif, il faut la reconnaissance de l'autre. J'ai bien aimé la charte de l'engagement. Si on en dit un mot, pour moi, c'est vraiment un document de fond. Et d'ailleurs, dans les chartes de valeurs d'Orpea, les 4 valeurs qui ont été présentées, quelques éléments ont été repris, transposés. Mais ce qui me semble maintenant très très important, c'est pas de faire de la rhétorique, c'est d'aller sur le terrain et de dire à ces personnes qu'on rencontre, à ces femmes, ces hommes qui s'engagent au quotidien, quelquefois au-delà de ce qu'ils devraient faire s'ils étaient très rationnels, puisque c'est démesuré. La demande est démesurée, parce qu'on parle des personnes en environnement, mais aussi toutes ces solitudes, que ce soit au domicile ou que ce soit dans les établissements. Donc je dis, ils ont besoin d'une reconnaissance sociale, et je ne la vois pas. C'est-à-dire, on nous a fait de la critique, il y a eu toute cette espèce de déferlement, de démesure, mais où sont les personnes qui rentrent aussi dans ces solidarités pour nous inviter les uns les autres à construire ensemble, vous l'avez dit tout à fait tout à l'heure, c'est une question de société. Où notre société, je termine, verse vers la barbarie, on voit au quotidien que la barbarie, elle n'est pas loin de la réalité, où on la défend, et je pense que les lieux de l'accompagnement et du soin que sont nos établissements, c'est des lieux où on préserve, c'est des lieux refuges des valeurs de notre humanité. Ça vous paraîtra du lyrisme. Alors si vous me laissez du temps, mais je n'en aurai pas aujourd'hui, mais vous me réinviterez une autre fois, je vous dirai l'aventure humaine au quotidien, quand vous allez dans les établissements en rencontre avec les unes et les autres, que vous discutez avec les résidents, avec les familles, vous voyez l'épaisseur des questions éthiques, et je suis sûr que dans quelques années, Maxime Revers va nous sortir un livre sur éthique et EHPAD. C'est-à-dire, je vous incite à aller sur le terrain et vous découvrirez même une chose, c'est que les questions telles que vous les avez présentées tout à l'heure sur autonomie, hétéronomie, etc., c'est surtout les questions de la responsabilité. Responsabilité pour l'autre, responsabilité pour soi. Toutes ces symétries, en quelque sorte, c'est marqué d'ailleurs dans la charte, c'est très très beau, de l'attention. Comment être soucieux de l'autre. C'est l'éthique du care, ça a été dit. Voilà, donc j'ai été un petit peu synoptique, mais rien ne vous empêche de m'inviter un jour à faire un développement sur l'émotion que je découvre au quotidien. Alors, expliquez-nous le pourquoi de votre engagement aujourd'hui, depuis le début de l'année, chez Orpea, et en quoi va consister votre démarche éthique chez Orpea. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi j'ai fait de la philosophie, comme vous en avez fait, un peu universitaire, mais ce qui m'intéressait, c'était le terrain. Et j'ai découvert que les lieux d'humanité, les lieux de l'éthique, c'était les lieux de soins. Et quelquefois dans les situations les plus extrêmes. Et donc j'ai commencé mon aventure, j'allais dire, terrain, effectivement, notamment à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et pendant des années, j'allais dans des EHPAD, parce que pour moi c'était des lieux fondamentaux, où il se passait des choses importantes. Mais à l'époque, on ne parlait pas, y compris les professionnels, de l'EHPAD comme on doit en parler aujourd'hui. C'est-à-dire en quoi notre réflexion et nos engagements de l'écart dans les EHPAD doivent nourrir aujourd'hui la société dans des questionnements existentiels qui lui font défaut.
comment construire un projet d'existence sociale à travers la réflexion sur comment on évolue, y compris dans le vieillissement et pas uniquement dans la perte de dépendance. Pour répondre à votre question, quand on est venu me voir, on me dit Orpea est en crise, et je l'avais vu, j'ai considéré comme un privilège qui n'a pas été partagé avec d'autres personnes de l'éthique, puisque le jour où je suis rentré à Orpea, on a considéré que j'étais devenu une personne infréquentable. Mais mon privilège, c'est de fréquenter au quotidien les gens que j'ai envie de fréquenter et qui me permettent d'approfondir une aventure éthique extraordinaire. Et puis je ne cache pas, ils sont peut-être pas dans la salle, mais que l'aventure Orpea, c'est d'abord une aventure humaine, c'est pas pour moi une aventure financière ou industrielle. C'est comme pour beaucoup des responsables d'établissements qui sont ici, une aventure au quotidien qui ne se réduit pas uniquement à faire du chiffre. C'est à défendre des valeurs et à faire ce que d'autres ne font pas. J'étais très intéressé de voir comment on a séparé d'une manière un peu idéologique et utopique le public du privé. Regardons ce que sont les réalités du public et du privé d'une manière comparative. Il y a de l'excellence des deux côtés, mais il y a beaucoup de misère aussi dans le public. Donc pour répondre à votre question d'une manière précise, c'est pas pourquoi je me suis engagé, c'est 6 mois plus tard, est-ce que j'ai eu raison de m'engager? Et j'ai dit à notre directeur, France, qui est peut-être dans la salle, je regrette une chose, c'est de ne pas m'être engagé plus tôt. C'est-à-dire, là je suis dans le déclin de mon existence et des gens me disent avec beaucoup d'humour, tu vas pouvoir choisir le bon établissement pour tes vieux jours. Mais ce qui m'a intrigué aujourd'hui, avec quelques responsabilités, parce que c'est quelque chose de vital aujourd'hui pour Orpea, non pas d'être dans l'affichage, mais dans l'incarnation au quotidien, en donnant aux équipes le moyen d'adosser cette position éthique au quotidien, de le dire, de le faire savoir, de le faire comprendre. C'est là où d'ailleurs l'éthique, tout à l'heure on a évoqué la question de l'enseignement, pour moi c'est pas uniquement l'enseignement, c'est d'abord petit 1, puisqu'on est avec des dirigeants, le management. Il n'y a pas d'éthique s'il n'y a pas un management éthique, s'il n'y a pas, et ça a été dit peut-être aussi en début de journée, une forme d'intelligibilité du réel, s'il n'y a pas le temps de la réflexion. Quand vous allez sur le terrain, les gens disent on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de penser. Si on veut déjà reconnaître la personne dans son humanité, comme vous l'avez dit, le soignant, dans sa capacité d'être humain dans la relation, d'aller au bout de la relation de soin, il faut lui donner le temps aussi de se penser dans le soin, de se penser dans la relation. Une relation de soin, c'est une relation qu'on construit en équipe et qu'on construit avec les personnes qu'on accueille. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, après 6 mois, j'ai un certain diagnostic. Pour moi, le 1, c'est le management, un éthique management. Je suis fasciné par la qualité d'engagement de gens qui, quelquefois, auraient pu s'engager dans l'industrie et qui se disent « il se passe quelque chose et j'ai envie d'être de cette aventure ou de ce combat ». Puis le deuxième point, je crois important, c'est la notion de temps. Et probablement que si un jour on m'invite à réfléchir au CINERPA à l'éthique, nous on a identifié 18 thématiques à travailler, mais une des thématiques qui me semble la plus importante, et peut-être que ça va vous surprendre, c'est les nouvelles technologies, le numérique et l'intelligence artificielle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que la tentation, c'est bien sûr d'équiper pour libérer du temps, avec tout un ensemble de règles, de prévenance des personnes pour pas être trop intrusif. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que quand il y a eu la pandémie et que j'étais amené à intervenir sur la pandémie, j'ai dit face à la Covid-19, c'est l'intelligence humaine, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est pas l'intelligence politique. Ben, c'est ce que je découvre au quotidien. Voilà pourquoi je suis à Orpea aujourd'hui. C'est cette espèce de partage à la fois d'une intelligence humaine et d'une intelligibilité de ce qu'est la vie. Et ce qui m'a frappé dans le discours d'Agnès tout à l'heure de la ministre, elle dit je vais vous contacter, j'attendais qu'elle dise je vais vous contacter parce que vous êtes un lieu de l'éthique, et on a besoin d'enrichir toute notre réflexion aujourd'hui, de toute l'expertise que vous développez. Elle nous a parlé des soins palliatifs et de la fin de vie. Pour moi, un EHPAD, c'est pas un lieu de la fin de vie, c'est un lieu de la vie jusqu'au bout. Et ce qui me frappe, et je ne parle pas des EHPAD d'Orpea, c'est comment on a une inventivité qui permet à des personnes qui avaient le sentiment de ne plus exister socialement de retrouver un enracinement, à la fois dans le relationnel avec des autres qui sont dans l'écoute, dans l'attention, mais également dans la communauté. Et donc, si on doit réinventer, on le sait, on est en rupture, on doit réinventer les EHPAD, probablement le mot doit disparaître. Dans cette inventivité, je pense, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous parlez d'interrelation, d'interdépendance, d'intercréativité d'une certaine manière. Probablement que le mot que je retiendrai, et je termine sur ce point, pour moi, l'éthique,
c'est la capacité pour les uns et les autres de dire ce qu'ils sont dans ce qu'ils font, mais aussi d'être capable de porter avec fierté et d'oser quelquefois la créativité. Et pour moi, les lieux de la création, et c'est pour ça que je vois la démarche finir pas comme intéressant, c'est les lieux de créativité. Je ne sais pas si je suis spinoziste, mais je le lis beaucoup. Bien, alors on souligne d'ailleurs au passage que dans la proposition de loi Renaissance là, dont on a parlé ce matin, parmi les dispositions votées, il y a l'obligation d'un comité d'éthique dans chaque EHPAD, hein, puisqu'on en a parlé ce matin avec Annie Vidal et la ministre. Une question à tous les deux, si possible en quelques mots, parce que le temps file, concernant les lanceurs d'alerte. Dilemme entre devoir d'obéissance à l'entreprise et responsabilité sociale, prise en compte des valeurs personnelles. La question de l'éthique, évidemment, se pose dans l'entreprise. Comment agir en cas de manquement éthique de son entreprise et comment l'organisation peut-elle créer un cadre éthique? Professeur Hirsch, Maxime Revers ensuite. Premier point, nous, on n'a pas créé de comité d'éthique, on a créé un conseil d'orientation éthique. La prochaine fois, si vous voulez, je présenterai toute la structure. Mais ça, c'est un premier point. Donc la notion de comité, pour moi, m'interroge. Là, c'est un conseil. Et le conseil avec des différents niveaux, différents collèges, qui intègrent absolument toute la communauté des professionnels. Depuis plus de 6 mois, on brasse des idées, on construit, on co-construit. Donc ça, c'est un premier point à prendre en considération. Et il y a 3 mots qui nous ont été importants au niveau de l'approche éthique pour Orpea. C'est la notion de veille, de vigilance. Voilà. Qu'est-ce que c'est la veille éthique? On voit dans le document du CNRPA, on parle de l'attention. Mais qu'est-ce que c'est être veilleur? Qu'est-ce que c'est être attentif à? Ça demande du savoir, ça demande aussi une capacité de diagnostic. C'est également la notion d'anticipation. Et vous voyez, il n'y a pas d'éthique, à mon avis, sans une capacité aussi de projection, d'anticipation, avec une dimension aussi d'universalité. Donc pour répondre sur le devoir d'alerte, il y a beaucoup de devoirs. Mais on nous a beaucoup, ces derniers mois, parlé de maltraitance. Alors que, je l'ai dit à Alice Casagrande, si on avait été éthique déjà dans l'annonce, on avait parlé plutôt de bienveillance, de bientraitance. J'aurais préféré des états généraux sur la bienveillance et la bientraitance, plutôt que de stigmatiser, de surligner, on va essayer de fustiger tous les maltraitants. Oui, ils ont lieu en ce moment, hein, les états généraux de la maltraitance. Je termine. On pourra en dire davantage, mais probablement qu'à ce moment-là, on ne garderait pas Orpea, si je disais ce que je pensais réellement. Mais je termine sur le point que vous dites. Je pense que cette vigilance, ce droit aussi à l'erreur, cette transparence, cette loyauté, il y a tout un ensemble d'éléments à décliner, mais pas d'un point de vue rhétorique et quotidien. Ça renvoie à un élément fondamental, c'est la notion de confiance. Ça a été dit à plusieurs reprises depuis ce matin. On est dans un environnement qui a été un environnement conspué, où on a, j'allais dire, instillé de la défiance et un doute de personnes, quand vous allez sur le terrain, et disent « mais j'étais aussi crapuleux que ça, j'étais aussi salaud que ça », qu'ils n'osent pas dire à leur famille qui travaillent dans ce secteur social. Et on a maintenant à la fois un travail de réparation, de valorisation, et je dirais très humblement, c'est pour ça que j'incite Maxime Revers par exemple, et d'autres intellectuels, à faire que cette cause soit aussi la leur. C'est pas uniquement une affaire de professionnels du sanitaire, c'est une affaire de société. Et donc je dirais que peut-être que dans le mouvement que je porte aussi à ma manière, modestement, il devrait y avoir d'autres personnes comme vous, avec la parole, avec la lisibilité que vous donnez à ces professionnels, qui sont quelquefois le nez, j'allais dire, sur le guidon, sans capacité de prendre du recul. Je pense que hiérarchiser les priorités, comment on prend une décision, voilà. Donc je vous ai juste fait apparaître que l'éthique, pour moi, c'est pas théorique, c'est extrêmement pratique. Et on devrait, ça vous paraîtra peut-être abusif aussi, et j'en discutais avec quelqu'un il y a quelques minutes, avoir des indicateurs, non pas uniquement de performance en éthique, mais qui nous permettent de savoir si dans tel et tel domaine on est au rendez-vous de l'accueil jusqu'à la fin de vie, si on est au rendez-vous d'une attente qui quelquefois pour les personnes qu'on accueille ne s'exprime plus. Et pour moi, ce qui me paraît aussi très intéressant, c'est les personnes qui n'attendaient plus rien de la vie, arrivent dans un environnement, ils sont accueillis dans un espace d'hospitalité qui va leur redonner le sentiment qu'ils comptent encore, que la présence, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut être présent les uns aux autres et qu'on peut se redonner ensemble de l'envie et de la vie. Je ne sais pas si je suis spinoziste, mais c'est très proche de la joie, quoi, de cette manière. Oui, en fait, je suis tout à fait en syntonie avec cette réponse. Je crois que pour vous, qui êtes beaucoup des directeurs, directrices, managers de ces établissements-là, c'est important de comprendre qu'un comité d'éthique, premièrement, n'est pas destiné à être punitif, c'est-à-dire que l'angle n'est pas nécessairement
repérer et culpabiliser les dérapages, c'est principalement ouvrir un espace de parole. Ensuite, ça c'est le premier point, c'est pas punitif. Deuxièmement, cet espace de parole, il a une fonction qui n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de déterminer si la maltraitance c'est mal. J'espère que non seulement vous en êtes tous conscients, mais que vos équipes en sont conscientes. La question, c'est pas vraiment celle-là. La question, c'est plutôt dans le détail. Qu'est-ce qui peut améliorer telle ou telle situation avec Madame Machin, avec Monsieur Truc, etc. Donc on est quand même un comité d'éthique, ça n'est pas du tout un comité qui statue sur des valeurs morales en général, c'est un comité qui s'intéresse au cas particulier et qui laisse remonter, qui laisse affleurer des questions qui se posent. Et le troisième point qui me semble essentiel, c'est que puisque justement nous sommes dans cette recherche de sens, il y a quelque chose d'absolument fondamental dans cette parole, et puis dans cette exploration en fait, qui consiste à faire prendre conscience aux équipes de l'importance fondamentale de ce qu'elles font. Et évidemment, si l'on ne comprend pas ce qu'on fait, si l'on est dans l'opérationnel, si l'on est dans des gestes techniques, eh bien évidemment qu'à un moment, puisqu'il faut faire manger Madame Truc, même si elle a dit qu'elle n'avait pas faim, il faut qu'elle mange. Monsieur Machin, s'il n'a pas envie de se laver, mais quand même, il faut qu'il se lave. D'ailleurs, c'est l'heure, j'en ai d'autres à laver, etc. Donc, c'est en fait, dans ce rapport procédurier à certaines pratiques qui sont souvent légitimes et qui sont des pratiques de soins, qu'en fait, il y a des effets de violence qui sont produits, souvent par des acteurs qui n'en ont pas l'intention. Donc, au lieu de penser que les maltraitances sont le fait de personnes mal intentionnées qu'il faudrait punir, l'idée d'un comité d'éthique part de ce constat que les dérapages existent, mais surtout qu'ils n'existent que parce qu'au départ, il y a une incompréhension, j'allais dire un malentendu sur ce qui se passe réellement dans le rapport. Mais la perception de ce qui est éthique ou non, évidemment, vous y faites allusion, peut varier selon que l'on se place du point de vue du professionnel ou de la personne accompagnée. Et c'est pas forcément évident d'intégrer la personne en question dans cette réflexion, dans la mesure où souvent il s'agit de personnes très âgées. D'où l'importance de paroles partagées, de temps, on en parlait, de temps et d'attention, puisque en fait, l'idée que la responsabilité doit être prise par une seule personne disparaît lorsque cette personne a l'occasion de parler avec les familles, avec les patients, avec les collègues, avec les administrateurs. Alors peut-être pas cas par cas, mais en tout cas que régulièrement les choses soient partagées, mises en partage. Parce que c'est dans ce dialogue qu'en fait va être mise en place, et c'est très amusant que Emmanuel Hirsch ait parlé de l'intelligence, parce que c'est ce dont je voulais vous parler également, c'est-à-dire mettre en place des procédures de vérification des procédures. Qu'est-ce que ça signifie des métaprocédures? J'espère que vous le savez tous, c'est la définition même de l'intelligence. L'intelligence qu'on appelle artificielle, ce n'est rien d'autre que des procédures qui sont capables de s'autoréguler. Donc mettre en place des comités d'éthique, c'est pas juste observer ce qui se passe, c'est mettre en place des procédures qui s'assurent que vos établissements sont intelligents. Pas parce que leurs dirigeants sont intelligents, pas parce que leurs personnels sont intelligents, mais parce que l'intelligence circule entre eux. Merci infiniment. En quelques secondes. Je sais, mais je suis un peu transgressif. Sans ça, je ne ferai pas d'éthique. Je vais juste faire une observation. Je pense qu'il faut distinguer le travail de l'éthique du travail de la gouvernance. On a besoin dans un établissement d'avoir une autorité. On a besoin d'avoir une ligne d'action. Et on a besoin de lieux, il y a la psychologie pour la parole, mais de lieux de réflexion. Et quand on est confronté au défi de l'incommunicabilité pour une personne atteinte d'une maladie neuroévolutive, quand on est confronté au défi aussi de la culpabilité de famille, enfin tous les défis, je pense qu'on a besoin de lieux de réflexion, d'approfondissement, mais aussi de confirmation que ce que l'on fait n'est pas aussi mal que les autres vous disent que vous le faites. Et donc l'éthique pour moi a cet aspect important, c'est-à-dire je ne confonds pas la direction de l'éthique, parce que ça peut être aussi dangereux, mais c'est des lieux où on prend le temps. Et vous avez, et je termine sur ce point, il y a des établissements où on n'a plus le temps de prendre le temps, parce que prendre le temps, c'est prendre de la réflexion, et c'est tellement grave ce qu'on vit, et dans des contextes tellement contraints, qu'on ne veut plus même réfléchir à ce qu'on fait. Et c'est là où on rentre progressivement dans la déshumanisation. Alors on parlait de décivilisation, mais je pense que c'est là où vraiment on doit être attentif.
Si les gens n'ont plus envie d'échanger, plus envie de parler, si vous n'avez plus que des gens qui sont dans l'instrumentalisation du geste de soin, vous n'êtes plus dans le soin. Vous êtes autre part et vous êtes proche de la barbarie. Merci messieurs pour cet échange stimulant. Je vous laisse regagner la salle. Maxime Rovert qu'on retrouvera tout à l'heure et le professeur Emmanuel Hirsch. Merci infiniment.